Bonsoir à tous et à toutes d'abord. Javier Cercas disait qu'il fallait absolument pas être en retard parce que 5 de la tarde, c'est ça, 5 heures de l'après-midi, c'est l'heure de la corrida. Ouais. Et donc c'est une belle corrida qu'on va avoir ce soir. Je suis vraiment très heureux au nom du point d'accueillir cette belle et grande rencontre entre Javier Cercas et Pierre Assouline dans cette salle magnifique. Une grande rencontre et une belle rencontre aussi parce que ces deux hommes, vous voyez là, se connaissent bien, s'apprécient. Un mot quand même pour les présenter. Je commence par l'étranger. Javier Cercas, c'est le grand écrivain espagnol, le grand d'Espagne, le très grand d'Espagne. Celui qui ne cesse, en fait, livre après livre, d'explorer, de remuer aussi le couteau dans les plaies de l'histoire espagnole, notamment de la guerre civile. Vous vous souvenez peut-être de L'Imposteur. Il racontait l'histoire vraie de ce personnage qui était Enrique Marco, qui était vraiment la star, le porte-parole d'ailleurs des survivants des camps de la mort. C'était une figure charismatique aussi du syndicalisme catalan. Pierre Assouline s'en va. Et en fait, alors que non seulement il n'avait jamais connu les camps de la mort, mais il était allé travailler volontairement en Allemagne pendant la guerre. Ou alors des soldats de Salamine qui démontaient autres textes, qui démontaient superbement les rouages de la guerre civile, et puis peut-être aussi Anatomie d'un instant, qui reconstituait minute par minute ou presque la tentative de coup d'État du colonel Tejero le 23 février 1981, ce que les Espagnols appellent le golpe, enfin la tentative de coup d'État. Et dans son nouveau livre, dans votre nouveau livre, Javier Cercas, vous attaquez à votre propre famille, en l'occurrence votre grand-oncle, qui était phalangiste, c'est-à-dire, c'est une organisation, la phalange, parce qu'on dit franquiste en faisant un petit raccourci, et c'est important, on va le voir avec Pierre Assouline, les nuances. C'est une organisation nationaliste, paramilitaire, d'inspiration fasciste, qui avait été fondée en 1933 par Primo de Rivera et qui a été absorbée peu à peu par Franco. Et votre oncle, votre grand-oncle, Javier Cercas, est mort à 19 ans pendant la guerre civile espagnole, dans la grande bataille de l'Èbre, terrible bataille. Simplement, il n'est pas mort dans le bon uniforme, puisqu'il était donc phalangiste. Et pendant des années, vous racontez au début du livre que vous avez eu honte, en fait, que vous rougissiez de honte quand votre famille vous en parlait, même si c'était son héros officiel, entre guillemets. Puis finalement, aujourd'hui, enfin, l'année dernière en Espagne, c'est l'année dernière, il y a 2 ans, vous avez un micro, très bien. Oui, l'année dernière, oui. Voilà, c'était l'année dernière en Espagne. Et finalement, vous vous êtes lancé dans l'écriture de ce livre, un peu, qu'on pourrait appeler peut-être une tentative de compréhension de ce fantôme familial. Et puis, à sa droite, Pierre Assouline, écrivain, membre de l'Académie Goncourt, auteur de grandes biographies comme celle d'Albert Londres, d'Hergé, de Simenon, de Cartier-Bresson, ou de Jean Jardin, figure de la collaboration. C'est une époque qui revient beaucoup dans vos romans aussi. Là, je parlais des biographies. Je voudrais citer Lutetia, Sigmar Engel, ou La Cliente, que j'aime beaucoup, dans lequel un biographe qui était plongé dans les lettres de dénonciation en fait de l'occupation découvrait la lettre qui avait condamné la famille d'un de ses amis. Pierre Assouline, vous avez aussi publié un essai sur l'épuration des intellectuels, c'était même son titre, qui s'intéressait à l'une des questions les plus passionnantes et qui restera d'ailleurs de la littérature. Peut-on et doit-on tout écrire? Et dans ce livre, vous nous racontiez le procès, le sort des gens comme Maurras, comme Razillac, Lucher, et de certains nombres aussi qui ont collaboré, et vous interrogez dans ce livre les intellectuels face à leurs responsabilités. Puis je voudrais évoquer, avant de vous laisser la parole, Lucien Combel, aussi, qui était le secrétaire d'André Gide, journaliste, écrivain, collabo aussi, auquel vous avez consacré un livre. Et c'est vrai que votre œuvre se déploie autour de cette période que vous appelez une zone grise de l'histoire de France, et que vous ne cessez d'explorer pour en montrer vraiment toutes les ambiguïtés. Et la plupart, je le dis d'ailleurs pour l'assistance, ces textes viennent d'être regroupés dans la collection bouquins sous le titre Occupation, donc tous vos textes sur cette période de l'histoire. Avant de parler de cette zone grise, que vous explorez tous les deux, Javier Cercas et Pierre Assouline, je voudrais qu'on revienne sur les conditions de votre rencontre, puisque Pierre, vous avez mis Javier Cercas
dans l'un de vos livres, c'était Retour à Séfarade. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui. Eh bien, bonjour toutes et à tous. J'ai Retour à Séfarade qui est paru au mois de janvier. J'ai saisi au vol la main tendue par le roi Philippe VI à la suite d'une loi votée au Cortes à l'unanimité accordant la citoyenneté espagnole aux descendants des séfarades qui ont fait la demande. Et donc, je suis allé en Espagne comme ça, mais dans toute l'Espagne, à la rencontre des gens, faire des conférences, parler avec les gens. Et alors, certaines rencontres étaient fortuites, au café, au restaurant, dans la rue, d'autres dans des conférences, et puis d'autres sollicitées. Et comme je voulais en même temps faire un entretien avec Javier Cercas, que j'admire depuis Les Soldats de Salamine, le premier livre que j'ai lu, et qui venait de publier en français Le Point aveugle, et puis le mobile. Et donc, voilà, je voulais en faire un entretien, et en même temps, parler avec lui. Parce que j'avais assisté une seule fois à un débat avec lui, entre à propos de l'anatomie d'un instant, à l'Institut Cervantes à Paris, avec Philippe Lançon, qui est un excellent hispaniste. Il connaissait de l'Espagne, la langue espagnole, et c'était un débat qui m'avait beaucoup plu. Mais c'était il y a longtemps, il y a des années. Et alors voilà, je suis allé le voir, on a fait un entretien, puis on a passé presque la journée, on s'est promené une fois par semaine, on a été dans une écurie, on a été au restaurant, et on a dîné, on a parlé de plein de choses. Et de ce livre, puis on a parlé des miens, et il m'a donné son point de vue, et ça m'a débloqué quelque chose. Parce que, en fait, ce qui m'intéresse surtout, au-delà du contenu de chacun de ces livres, bien sûr, c'est la forme qui est très originale. Et comme vous savez peut-être, quand deux écrivains se rencontrent, ils parlent cuisine. Au restaurant, d'ailleurs, parfois. Au restaurant, ça tombe bien. Mais aussi, ils parlent boutique. Bien sûr. Et c'est quoi? Et je dis ça sans plaisanter, c'était le cas entre nous deux, mais c'est le cas avec la plupart des écrivains que je connais, j'en connais beaucoup. Quand on parle de ce qu'on est en train d'écrire, parler de cuisine, c'est parler de technique. C'est-à-dire, quel est le point de vue? Est-ce que c'est un narrateur omniscient? Est-ce que c'est quelqu'un qui dit je? Est-ce que c'est qui dit il? Est-ce que c'est au passé? Est-ce que c'est au présent? C'est tout bête. Mais ça peut prendre 1 an avant de se décider. On peut travailler 1 an sur un livre avant de décider, enfin un roman j'entends, qui va parler et à quel temps. Et donc c'est la question du point de vue. Et bien cette question du point de vue, Javier l'a résolue de manière très originale. On n'invente jamais rien, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Mais depuis 200 fois de Truman Capote, il a fait progresser quelque chose qu'il appelle lui-même un roman sans fiction, c'est-à-dire un roman sans fiction. Alors ça peut paraître paradoxal et même contradictoire, mais ça n'est pas contradictoire. C'est-à-dire un roman, mais qui convoque tous les processus de l'écriture. Évidemment, les historiens, dans ce livre, dans les livres qu'il écrit, mais il est aussi journaliste, il est aussi reporter, il est aussi scénariste, parce qu'il visualise beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se met lui-même en scène dans ses livres. Dans l'anatomie d'un instant, il est l'enquêteur qui enquête, et il va à la rencontre des gens. Donc il raconte l'enquête en train de se faire. Et dans le dernier, le monarque des ombres, ça va même plus loin parce qu'il parle d'un certain Javier Cercas. Donc il se dédouble. C'est une mise en abîme de son propre personnage. Donc cette manière, cette forme, qui est peut-être pas nouvelle, parce que rien n'est jamais nouveau, mais qui est singulière, qui lui appartient, moi, elle m'a été bloquée. Quand j'ai fait retour à Séfarade, je n'ai pas hésité, après avoir parlé avec lui, à me mettre en scène. Et puis, il a eu un mot qui m'a vraiment débloqué, beaucoup servi. Il m'a dit, mais ce livre que tu me racontes, là, Séfarade, tout ça, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est un récit, c'est un roman, c'est quoi? Ben, je lui dis, écoute, je ne sais pas, mais dedans, il y a du roman, il y a du récit, il y a de l'histoire, il y a du scénario, il y a du reportage, il y a de l'enquête, il y a même des poèmes de Garcia Lorca et d'autres. Il me dit, est-ce possible? Je lui dis, mais comment possible? Il faut expliquer. Oui, c'est un pot-au-feu, voilà. c'est un plat national madrilène et même espagnol, c'est-à-dire qu'il y a
de la viande, mais de toutes les viandes. Il y a des légumes, mais de tous les légumes. Ça vous tient chaud pendant 2 jours, un plat pareil, on ne sait plus. Alors il me dit voilà, tu mets le titre, tu mets ce Cocido qui, je ne sais pas si Antoine va accepter qu'on mette. Il y avait un titre espagnol d'ailleurs, parce qu'au départ vous vouliez l'intituler Vuelvo, alors je reviens. Le titre de travail c'était Vuelvo. Vuelvo, ça veut dire je reviens. Mais quand j'en ai parlé aux représentants de l'État, ils ont fait une triste mine, ils ont dit on va croire que c'est un livre sur les voitures. Les gens entendent Volvo, les Français connaissent pas les langues étrangères. Volvo, Scotches. Voilà. Volvo. Voilà. Volvo et Volvo. Volvo, vous dites Volvo d'ailleurs. Et donc, retour à ces phrases, c'est plus clair. Mais l'esprit du Cocido, ça m'a libéré quelque chose. C'est pas mal comme titre pour cette rencontre. L'esprit du Cocido, ce serait pas mal. Vous êtes Ah. content d'entendre Pierre Assouline, c'est marrant ce que vous dites, d'entendre Pierre Assouline dire que vous l'avez débloqué, parce que vous-même, Javier Cercas, dans l'un de vos livres, vous avez été débloqué par un écrivain, par Bolaño aussi. Vous cherchiez, donc c'est drôle cet écho en fait, de l'un à l'autre. Qu'est-ce que c'est ces histoires de blocage? Si vous me permettez, je voudrais raconter ici une histoire que j'ai racontée quelques fois ici en France. En public, la première fois que Roman Jakobson, le grand linguiste russe, a visité l'université de Harvard, il a été reçu par le président de l'université qui lui a dit Monsieur Jakobson, on m'a dit que vous parlez 14 langues. Et Jakobson a répondu oui, c'est vrai, mais je les parle toutes en russe. Alors, je parle français, mais je les parle en espagnol. Voilà. Je m'excuse. Bon. Ah non, mais déjà, vous nous faites quand même le plaisir d'ailleurs et l'honneur de parler en français. Non, c'est la même langue finalement, ouais. Latin mal parlé. Voilà, pas de problème. Bon, non, Pierre a dit, comme toujours, des choses très intéressantes. Et surtout, il a dit qu'il n'y a pas de nouveauté. L'originalité, c'est une fiction. L'idée de Pot-au-feu, je crois que le fait que le roman soit dans Pot-au-feu, c'est exactement mon idée du roman. Mais ce n'est pas exactement mon idée du roman. Je crois que le roman, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il a inventé un homme qui, incroyablement, était espagnol, qui s'appelait Miguel de Cervantes. Hein? Si on lit ses livres... Oui, il a écrit un petit livre, Don Quichotte. Exactement, ces livres. D'accord. Si on lit ces livres, c'est le meilleur livre du monde, pour moi. Bon, c'est un banquet avec beaucoup de plats. Vous avez tout. Hein? Et ça, c'est le roman. C'est-à-dire, une des choses extraordinaires du genre roman, tel qu'a été créé pour moi, pour Cervantes, c'est ça. Tu peux faire tout. Ce qu'il nous a dit, c'est le règle de ces nouveaux genres que j'invente. Il ne savait pas qu'il était en train d'inventer un nouveau genre. Bon, c'est qu'il n'y a pas de règle. La liberté totale. Et ça veut dire que tu peux utiliser tous les genres. Tu peux utiliser l'essai, tu peux utiliser la chronique, la poésie. La poésie, absolument tout. Il a raison. Le Quichotte m'a accompagné dans tout le long. Pas seulement pour le contenu, mais justement pour ça, on en avait parlé. Et dans le point aveugle, j'en parle, c'est que Cervantes est une école de liberté. Parce que les romanciers, surtout les Français, sont dans des carcans formels. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'autoriser un certain nombre de choses. Ah non, ça ne va pas parce que ça se fait pas. D'ailleurs, on met des étiquettes partout, nous. Bien sûr. Autofiction, exofiction, faction, voilà. Ça, c'est le défaut des journalistes. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut absolument cataloguer les gens, sinon on est perdu. Alors que Cervantes a écrit, donc il y a plus de 4 siècles, un roman d'avant-garde qui aujourd'hui, pour moi, est encore d'avant-garde. Mais absolument. C'est une école de liberté formidable. Donc, merci Cervantes, il faut le document. Mais dans mon cas, ce qui se passe souvent, c'est que je parle avec beaucoup de mes livres, je parle avec un journaliste, et il me dit mais Javier, ça c'est une chronique. Et je dis oui, c'est vrai. Et alors je parle avec un historien, il me dit mais ici en France, les historiens ont beaucoup écrit sur mes livres, et ils me disent non, mais ça c'est un livre d'histoire. Non? Et je dis oui, c'est vrai. Et je parle avec un essayiste, et il me dit non, mais c'est l'imposteur, c'est une réflexion sur le bien, le faux, le vrai. Ça c'est nécessaire. Je dis oui, c'est vrai. Et je ne mange jamais. Parce que ces livres sont effectivement pot-au-feu, de mélange des choses. C'est comme si on disait que le cocido, c'est aussi un plat végétarien, si on ne mange pas la viande finalement.
végétarien. Voilà, si on se contente des légumes. Un cocido, bon, ça serait une nouvelle expression du cocido, de pot-au-feu. Mais c'est vrai que hors de ce... On a parlé un peu de cette notion de blocage, c'est vrai que tous les écrivains connaissent, c'est-à-dire comment à un moment ça n'avance plus, on arrive à se dire que c'est un problème de forme, souvent l'histoire là, le fond est là, mais quelle forme trouver pour presque se sentir légitime de continuer dans ce roman et pas l'abandonner et en faire un autre. Mais déjà, donc, je vous avais demandé de vous retrouver dans le livre de vous qui parfois, et dans le Monarque des Ombres, vous mettez David Trueba, qui est ce réalisateur qui a adapté au cinéma Les Soldats de Salamine, vous en faites aussi un personnage de ce roman. Donc vous le faites tout le temps. Ça, de vous retrouver dans le livre de Pierre Assouline, comment vous l'avez pris, qu'est-ce que ça... C'était la première fois ou... Il a fait un procès. Voilà. Je crois que c'est la première fois, mais j'étais très heureux. J'ai été une aide. Voilà. Ça c'est magnifique, vraiment. Non mais ce que vous avez dit, c'est aussi exactement vrai. Le fait que nous parlons de la forme, les écrivains, comment on se trouve, parce que la littérature, il faut le dire, c'est forme. Dans la littérature, la forme, c'est la forme. Oui, sinon c'est toujours des histoires d'amour, des histoires de meurtre, des histoires familiales. S'il n'y a pas de forme, il y a On peut penser par exemple, un des meilleurs romans que je connais, le plus parfait probablement, c'est Madame Bovary. Mais l'histoire de Madame Bovary, c'est rien. Ah oui, c'est banal. Absolument banal. Mais la forme. Il y a la scène quand même dans la voiture qui est pas mal. Non, tout est parfait. mais c'est la forme qui fait de cette histoire si banale quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous n'avez pas, l'un comme l'autre, ces réflexions autour de la forme, quand beaucoup d'écrivains ont tendance à raconter plutôt l'histoire, le fond, parce que précisément, tous les deux, vous vous intéressez à l'histoire de France pour Pierre, l'histoire espagnole pour Javier Cercas. Est-ce que c'est pas finalement votre proximité, le fait que vous aimez fouiller sur de la matière vivante, factuelle, qui fait que justement vous êtes presque libéré du fond pour pouvoir penser à la forme? Il faut pas se faire d'illusion, il n'y a pas de séparation entre la forme et le fond. Ça ne fait qu'un Victor Hugo avait réglé la question en disant la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Il avait tout dit. Donc c'est d'un tout. Il n'y a qu'à l'école qu'on sépare le fond, la forme, etc. Après, surtout en littérature, et encore plus quand on écrit soi-même, ou qu'on est un grand lecteur, c'est un tout. Mais vous pouvez raconter l'histoire la plus passionnante qui soit en principe ou sur le papier, si la forme est ratée, ou si la forme est ratée, ça veut rien dire, si la forme est inadéquate, si ce n'est pas la forme qui correspond à ce que vous voulez raconter. Parce que chaque histoire nécessite une manière de la raconter. On va pas. Voilà. Moi, je suis en train de lire un livre, là, et je bute depuis 6 mois sur comment raconter ça. J'ai trouvé à Nancy, j'ai eu un éclair dans la nuit. Grâce à Cercas ou pas? Non, il ne faut pas exagérer. Non, je me suis mis en pleine nuit à la fenêtre, j'ai vu la place Stanislas, j'ai vu un éblouissement, un tas de grâce, et quelque chose. Je plaisante pas. Non, je comprends, elle est tellement belle. Elle est magnifique. Voilà. Quand je pense que c'était un parking, j'en reviens pas. Voilà. C'est une question de forme aussi, ça. Oui, bon, passons. Mais c'est fondamental. Simplement, là, on en parle, on est entre nous, mais en principe, on n'en parle pas en public. On en parle entre nous, entre écrivains, mais le public ignore tout ça. Moi, je trouve intéressant de le raconter, parce que c'est primordial, ça peut signer le succès ou l'échec d'un livre. Pas seulement commercial, mais le succès en soi, c'est-à-dire la réussite. Est-ce que ce livre est réussi ou pas? Mais est-ce que Pierre, pour en revenir à la question que je posais, est-ce que justement cette réflexion, vous dites les écrivains parlent cuisine quand ils se voient, pas tous, il y a plein de gens qui ne réfléchissent pas, qui racontent une histoire sans réfléchir, et ça fait des mauvais romans, souvent des romans qui touchent pas justement, parce qu'ils n'ont pas la forme adéquate. Est-ce que quand même dans cette réflexion que vous avez tous les deux, le fait que vous ayez beaucoup cette réflexion, est-ce que ça n'a pas quand même un rapport avec le fait, parce que c'est l'un de vos points communs, que vous manipulez justement peut-être beaucoup plus de réel
que la plupart des romanciers, c'est de l'histoire. Ben, Voilà. c'est l'histoire. Des documents. Voilà. Oui, parce qu'on a quand même affaire très souvent à des archives. Enfin, moi, je vais beaucoup aux archives, des livres qui ont déjà été publiés sur la question. Et puis, dans le cas de Javier, notamment, c'est aussi bien pour Anatomie d'un instant, l'enquête, les témoins, des gens qui lui parlent. Bon, ça, c'est un travail qui a duré. À partir du moment où on cite des noms de vraies personnes qui ont vraiment existé, on ne doit pas leur faire raconter n'importe quoi. Dans Sigmaringen, ça se passe donc château, les personnages c'est Pétain, c'est Laval, Céline, plus tous les ministres, et Robertet, tous ces gens-là. Tout ce qu'ils disent, ils l'ont dit, soit d'après les témoins, soit dans des lettres, soit dans leur mémoire. Donc, je n'aime pas inventer ce qu'ils disent. De même que les situations, si je dis Céline travaille tous les après-midi à la bibliothèque du château, c'est qu'il l'a vraiment fait. On ne peut pas se permettre. Enfin, vous pourriez dire je m'en fiche, c'est la liberté totale, et je me fais parler en rap. C'est pas mon cas, il faut bien. Voilà. Javier, ça me va sur cette Bon, question. pour commencer, je voudrais dire que je suis intéressé, je crois Pierre aussi, au passé, mais en tant que présent. Pour moi, c'est très important ça. Quand on me dit j'écris en Italie, par exemple, beaucoup on me dit non, parce que vous écrivez des romans historiques, on me donne des prix sur des romans historiques, je n'ai fait de romans historiques. J'écris sur, je crois que, j'en suis sûr, le passé, et surtout le passé duquel il y a encore mémoire et témoin, c'est-à-dire le passé qui nous intéresse, le passé de la guerre espagnole, le passé de l'occupation, ce passé n'a pas passé encore. C'est passé, c'est une dimension du présent sans laquelle le présent est mutilé, n'a pas de sens. C'est-à-dire, on le voit en ce moment, peut-être vous pouvez en dire un mot, en Espagne, avec la momie qu'on va ressortir de Franco. On le voit partout. Ouais. Ça c'est un événement, disons, qui est dans le journal et tout ça, mais on le voit partout. C'est-à-dire la présence du passé. Par exemple, aujourd'hui, si on lit le monarque des ombres, c'est absolument évident je crois qu'on est d'accord à ça. On est aujourd'hui en train de répéter les mêmes erreurs avec d'autres faces, avec d'autres masques que nous avons fait, nous les Européens, pas seulement les Espagnols, pas seulement les Français, pendant les années 30. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez... Non, c'est que... Et après une crise... Quelles sont ces erreurs? Bon, c'est très évident. C'est qu'aujourd'hui, on appelle le national-populisme, disons, et qu'on voit partout en Europe, et disons, le plus visible au monde, c'est M. Donald Trump, et qu'on le voit partout en Europe, non? En Italie, en Angleterre, ici en France. C'est quoi le modèle Donald Trump, c'est ça? Non? Oui, il y a eu un mouvement sismique 2008-2009, comme il y a eu un mouvement sismique 1929, une grande crise économique énorme qui a couleur, c'est tout, et qui a eu des manifestations diverses en Europe, et qui s'appelait le totalitarisme, le fascisme, le communisme, tout ça, et qui a déclenché finalement la guerre mondiale. Bon, la guerre civile espagnole a été le prologue de la guerre mondiale. La répétition générale même. Ouais. Oui, exactement, ça a été une partie de la guerre, le premier acte de la guerre mondiale, et aujourd'hui on a eu cet énorme mouvement sismique qui a provoqué ce qu'on appelle le populisme, et qu'est-ce qu'on répète aujourd'hui? Bon, on répète, par exemple, le protagoniste de ce livre, c'est un jeune homme fasciné par pris par la fascination du fascisme. Et on a oublié que le fascisme avait un côté fascinant, qu'il avait un côté énormément attirant, spécialement pour les jeunes gens qui font la guerre. Et aujourd'hui, on répète les mêmes erreurs, c'est-à-dire le fascisme était un mouvement, on a oublié complètement ça, ou on a simplifié complètement ça, ou on a adultéré complètement ça. C'était un mouvement anti-système, parce que le fascisme, le système était la démocratie, anti-système, se présentait comme un mouvement anticapitaliste, se présentait comme un mouvement jeune, il y avait le leader charismatique qui avait une communion avec le peuple, tout ça. On voit ça aujourd'hui, c'est-à-dire
les historiens disent que l'histoire ne se répète pas, je ne suis pas d'accord. L'histoire se répète avec des masques différents. Pierre, là, je ne suis pas d'accord, ça tombe bien. Non, je suis d'accord sur beaucoup d'analyses qu'il fait, notamment, il faut le dire, ceux qui ne le savent pas, il est très engagé en tant que journaliste, vivant à Barcelone, enfin journaliste, contributeur à des quotidiens comme le País notamment, mais vivant à Barcelone, sans être catalan, il est très engagé contre l'indépendantisme catalan. À sa liste péril, ça va pas tout parce que c'est un peu violent. C'est assez tendu, il faut bien le dire. Et donc là-dessus, je le rejoins complètement. Je ne te rejoins pas sur ton analyse. Quand tu dis les historiens disent que l'histoire ne se répète pas, je pense qu'ils ont raison. Il y a des choses qu'on voit réapparaître aujourd'hui. Mais il y a évidemment, tu as raison, la séduction de la force, de l'ordre, mais il y a quand même d'énormes différences qui font que le contexte est complètement différent. Première chose, c'est qu'en 1930, il n'y avait pas eu avant le fascisme, le nazisme et tout ça. Aujourd'hui, il y a eu tout ça. Tu vas me dire, les gens sont aveugles, ils ne tirent pas les leçons des histoires. Oui, quand Salvini fait des tweets, jour d'anniversaire de Mussolini, multiplie les références, il est dans une continuité. Oui, c'est du folklore, mais ça n'empêche qu'il le fait. On n'est pas dans le même contexte historique, à cause de ça, économique, c'est pas le même contexte, la crise n'est pas la même, politique. Moi, quand on présente Franco comme un fasciste, moi je dirais plutôt, je crois que tu es d'accord, un national-catholique. C'était différent. Franco est d'origine de la phalange, il l'a couverte pendant la guerre, mais après il s'en est beaucoup distancié. Il n'était pas phalangiste dans l'âme, c'était un national-catholique. Bon, ça n'empêche que c'était une dictature, hein, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les populismes, comme on dit, de droite et de gauche, ce qui complique les choses. Il y a une grande différence. Il y a une mondialisation qui n'existait pas. Il y a une économie mondialisée qui n'existait pas. Il y a cette Amérique qui est forte avec un président dément. Ça n'existait pas non plus. Il y a des migrations, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier, en Amérique latine. Oui, on ne peut pas trop supposer, mais... Non, mais il y a une transhumance générale qui ne fait que commencer dans le monde, qui est un phénomène inouï, et il y a, pardonne-moi, je finis avec ça, il y a la question de la compatibilité de l'islam avec la République, pas seulement en France, mais en Europe. C'est aussi ça qui se joue derrière. Tout ça n'existait pas. Bien sûr, Pierre. Mais évidemment, nous sommes plus d'accord que tu ne penses pas, je crois. Parce que c'est que, évidemment, l'histoire ne se répète exactement, c'est évident. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des mouvements, il y a des choses, je dis, avec des masques diverses. C'est-à-dire, évidemment, par exemple, le populisme, aujourd'hui, comme aux années 30, est de droite et de gauche, parce que en fait, ce qui se répète, c'est le totalitarisme, c'est-à-dire, c'est la crise de la démocratie. Et alors, il prend des masques diverses. Il a la situation, il y a deux choses qui sont complètement diverses, mais les mouvements généraux, le mouvement sismique, provoquent des symptômes qui sont très proches. Oui, mais ça a provoqué en Europe un mouvement qui n'existait pas dans les années 30 et qui peut absorber justement le plurifasciste, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'illibéralisme, c'est-à-dire des régimes forts comme celui de Orban, Erdogan et d'autres en Europe, des régimes forts mais portés au pouvoir, pas par le coup d'État, ni par un coup quelconque, mais portés au pouvoir par les électeurs. Oui, enfin, on l'a vu aussi dans les années 30. Par les électeurs. Hitler a été nommé, il n'a pas été élu. Mais juste une petite précision, parce que Pierre, vous rappeliez, parce que c'est quand même autour de la question de Catalane, puisque c'est vrai que Javier Cercas est très engagé. On a vu quand même, alors je parle sous le contrôle de Javier Cercas, mais cette notion de référendum, etc., de quoi on parlait dans les journaux, à la télé, etc., de la guerre, et que les Catalans avaient résisté contre Franco, et que c'était les seuls à avoir résisté contre Franco, donc en vertu de ça, et quand on voyait même sur les réseaux sociaux, etc., à quoi était comparée la Guardia Civile à des fascistes, etc. Donc l'État espagnol était vu comme finalement une résurgence. Les gens avaient en tête les mêmes schémas. Alors peut-être qu'ils ont tort de les avoir en tête, mais c'était délirant. Et c'était délirant, je suis d'accord. Ouais. Mais les argumentaires étaient les mêmes. Parce que le paradigme du mal en Europe,
c'est le fascisme et le nazisme. Je demande à un Chinois très lettré, je donne même un Chinois qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup en France, François Chang, qui est français maintenant, membre de l'Académie française. Un jour, je bavardais avec lui il n'y a pas longtemps, et je lui dis, comme ça, je lui dis, pour vous, François, le paradigme du mal, c'est Auschwitz? Il me dit non. C'est marrant. Je lui dis, alors c'est quoi? Il dit, pour moi, c'est Nankin. Nankin. J'avais 8 ans à Nankin, quand il y a eu le massacre de la population chinoise par l'armée japonaise, ça a été une horreur. Il me dit, pour moi, c'est ça le mal absolu. Donc, il faut imaginer que nous, Européens, on est obsédés, à juste titre, par ce qui s'est passé en Europe. Mais allez ailleurs, allez en Asie, pour moi, bien sûr. Voilà, c'est pas... Je ne dis pas que c'est pas un problème, mais ce qui va changer aux États-Unis, ça c'est un phénomène très discret, qu'on ne voit pas très bien encore, c'est que les élites américaines au pouvoir, du temps de Kissinger et des autres, jusqu'à une période récente, étaient des Américains d'origine européenne et donc de sensibilité européenne. Aujourd'hui, les élites américaines, ce sont des jeunes qui ont fait leurs études à Harvard, très brillantes, etc. Obama et d'autres aussi, qui sont d'origine asiatique, chinoise, ou vietnamienne, ou laotienne, ou d'origine sud-américaine, et d'autres encore, qui n'ont pas cette sensibilité. Pour eux, ce qui s'est passé en Europe, c'est une histoire lointaine. Alors juste, Javier Cercas disait qu'il écrivait sur le passé, mais qu'en fait le passé était lié au présent. C'est toujours une façon d'explorer le présent, c'est ce que vous disiez à l'instant. Est-ce que Pierre, qui travaillait sur la période de l'occupation, est-ce que quand vous travaillez sur cette matière historique-là, c'est aussi avec la lunette du présent? Est-ce que l'histoire vous intéresse pour ce qu'elle a été à ce moment-là, ou vous vous dites que c'est aussi un moyen de parler d'aujourd'hui? Quand vous écrivez si mal. Je dois annoncer ça, ce que j'ai dit. C'est-à-dire, mes livres, la moitié de ces livres, la moitié de Soldats de Salamine, c'est pas au présent. Alors, ce sont des livres qui regardent au passé du présent. C'est-à-dire, par exemple, ce livre ne parle pas exactement, disons, de la guerre civile, mais de l'héritage de la guerre civile. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il parle aussi de la guerre civile, il parle des combats, oui, mais les points de vue, c'est aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, en fait, je parle du passé pour parler du présent parce que les points de vue, c'est aujourd'hui. Voilà. Non, c'est différent de l'historien qui va reconstruire le passé exactement. Moi, je crois. C'est pas seulement, dans mon cas, c'est pas seulement oui, comme Javier, c'est-à-dire un éclairage permanent par rapport au présent. C'est aussi une volonté, même inconsciente, de chercher une vérité universelle et intemporelle, de dégager d'une histoire bien précise, universelle et temporelle. Il y avait un poète portugais, qui s'appelle Miguel Torga, qui avait cette phrase magnifique, il disait « L'universel, c'est le local moins les murs ». Et ça m'a beaucoup frappé, et j'ai toujours ça en tête. C'est-à-dire le local, c'est-à-dire, nous, dans cette salle, vous enlevez les murs, vous avez l'universel. Ça veut dire, si vous voulez comprendre le monde, étudiez votre coin de terre. Parce que là, il y a des vérités. Je veux dire, c'est pour ça que À la recherche du temps perdu est un très grand livre. Et qu'un siècle après, on en parle encore. Pourquoi? Parce que les gens qui croient que ça se passe au Faubourg Saint-Germain, bien sûr, ça se passe au Faubourg Saint-Germain. C'est l'histoire du Duchesse, bien sûr. Mais ce qu'il raconte, c'est la même chose que Shakespeare, que la Bible, que Cervantes, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est la mort, c'est le remords, c'est toutes les passions humaines, toutes les passions humaines. Donc ça peut se dérouler, on peut tout raconter même ici. D'ailleurs, Pierre, on peut peut-être parler du titre de Le Monarque des Ombres, en fait, parce que c'est une référence, alors pas à Proust, mais à Homère, puisque au chant 11 de l'Odyssée, Ulysse doit aller aux enfers, et ce qu'on appelle la catabase, descendre dans les enfers, et il retrouve, je laisse Javier raconter, peut-être, il retrouve le plus grand guerrier de l'Antiquité, Achille, et il y a un dialogue entre les deux qui explique votre titre. Je vous laisse expliquer. Oui, non, pour commencer, je voudrais dire que je suis complètement d'accord avec ce que Pierre dit, c'est-à-dire la littérature, c'est ça qui transforme les particuliers en universel. Non? Et Tolstoï disait une chose très belle, raconte, et c'est ça, raconte l'histoire de ta vie et tu raconteras le monde. Non?
Alors, oui, je parle de la guerre d'Espagne, mais au fond, je ne parle pas de la guerre d'Espagne, je parle du courage, des passions qui sont universelles. Et s'il n'est pas universel, alors il n'y a pas de littérature. Et oui, l'histoire le titre de ce roman, vient du fait que, le protagoniste de ce roman, c'était un jeune homme, oncle de ma mère, qui était, ma mère me parlait toujours de lui, il était un jeune homme d'une famille modeste, d'un lieu très modeste de l'Espagne, qui, quand il étudiait, il était le premier de ma famille qui a étudié, le premier presque du petit village qui étudiait, qui allait à la guerre, quand la guerre a éclaté, en 1936, il s'est engagé avec l'armée franquiste, il est devenu un idéaliste, un phalangiste idéaliste, et allé à la guerre, il est mort en 1938 à la plus grande bataille de la guerre d'Espagne, la bataille de l'Ebro. Alors ma mère était très petite, ma mère que pour moi c'est la protagoniste secrète de ce livre, en un certain sens, elle était très petite quand il est mort, 7 ans, elle avait 5 ans quand la guerre a éclaté, 7 quand cet enfant est mort, parce qu'il avait 17 ans, 19 ans quand il est mort. Pour elle était, comme vous pouvez comprendre très bien, un grand héros. L'homme courageux qui allait à la guerre pour protéger la famille. Qui s'est sacrifié. Qui s'est sacrifié, ouais. Et alors, elle me parlait tout le temps de cet enfant. Quand j'étais jeune, de ce jeune homme, quand j'étais tout petit, elle me parlait tout le temps. Elle me disait, elle préservait la mémoire, l'héritage de la violence, de la guerre et de l'adhésion de ma famille au franquisme. Pour elle, je pensais à ce moment qu'elle me proposait cet homme comme exemple. C'est-à-dire, pour elle, était le héros idéal du grec. C'est Achille, non? Achille, oui. Nous on dit Achille. Achille. Voilà. Achille, voilà. C'est le protagoniste, comme vous savez très bien de l'Odyssée, que c'est l'homme idéal de grec. C'est le jeune homme courageux, beau, qui combat en première ligne de combat et que mort en combat et qu'il vit il devient immortel parce qu'il vit dans la mémoire des hommes. Non, ça c'est l'héros idéal. Et je pensais tout le temps que ma mère, quand j'étais tout petit, que ma mère me parlait de lui comme un exemple. C'était l'homme idéal, non? Et quand je suis vieux, j'ai compris, et ce livre un peu parle de ça, que c'était complètement faux, que c'est exactement le contraire, que ma mère me proposait le destin de cet homme comme un contre-exemple, non? Ouais, c'est-à-dire ma mère Ulysse, quoi. Exactement, ma mère. Vous savez, j'ai découvert que j'étais vieux aussi. J'ai lu toute ma vie l'Iliade de l'Odyssée, et j'ai compris que le protagoniste de l'Iliade et les protagonistes de l'Odyssée sont le contraire. Ulysse, c'est le protagoniste de l'Odyssée, c'est l'homme russe, non? Qui est intelligent, qui retourne à sa maison et qui récupère sa femme et sa maison et sa patrie et qui mort quand il est vieux. Exactement le contraire qu'Achille. Mais il y a un moment dans l'Odyssée, un moment mémorable, extraordinaire, énormément émouvant, où Ulysse trouve Achille. C'est la seule fois où Achille apparaît à l'Odyssée. C'est le moment où, vous vous souvenez très bien, Ulysse descend au Hades, au règne de mort, et il trouve Achille. Et il lui dit, vous étiez les plus grands des hommes, l'homme plus admiré quand vous étiez vivant. Et ici, sans doute, vous êtes le monarque des hommes, non? Et Achille, dans des vers extraordinaires, vraiment émouvants, il dit, oui, c'est vrai, mais j'aurais préféré être le plus humble des hommes et être encore vivant que être le grand héros, le monarque des ombres, mais être mort. Alors, je suis sûr que ma mère, comme toutes les mères, me proposait Manuel Mena, pas comme... Oui, Manuel Mena, c'est le nom de votre grand-oncle. Exactement. Non, c'est-à-dire, pardon, le regret d'Achille, c'est au fond le regret de cet enfant qui a compris
quand il était dans la guerre, que la guerre n'était pas ça qu'il pensait. C'est le regret de tous les enfants qui vont à la guerre et qui découvrent que la guerre n'est pas noble, n'est pas belle, n'est pas héroïque. Ouais. Oui, et tous les enfants, pour moi, ces enfants qui vont à la guerre sont en certain sens en avatar d'Achille, d'Achille. Parce qu'à 20 ans, on est un enfant, quand on va à la guerre, moi, c'est curieux parce que, en te disant, je travaille sur la guerre actuellement, mais la première guerre. C'est un petit peu différent, enfin, c'est la première guerre. Pour le prochain livre. Oui. Ouais. Ce qui me frappe en te lisant, la première chose, c'est qu'on se dit, à la fin de la guerre, la première, mais aussi la deuxième, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Il y a un seul vainqueur, c'est la guerre. Oui. La guerre a gagné, parce qu'elle a fait des millions de morts. Mais les deux camps, même ceux qui, sur le terrain, ont gagné, et qui ont obtenu l'armistice, ils ne peuvent pas dire on a gagné, ils ne peuvent pas faire la fête. Pas après le temps mort. Ils ne peuvent pas. Et il y a des tas de gens qui ont refusé à la libération d'aller danser place de la Concorde, place de la Bastille. D'abord parce que la guerre n'était pas finie, c'était à Paris seulement, mais pas ailleurs. Et ensuite parce que beaucoup avaient leur mari, leur père, leur fils, soit déportés, soit prisonniers dans un stalag, et ne se sentaient pas le cœur d'aller danser. Donc, le vrai vainqueur, c'est la guerre, malheureusement, qui est toujours sale, qui est toujours dégueulasse. Cela étant, son monarque des ombres, on m'a passionné d'abord parce que c'est un très grand livre, comme l'imposteur, comme les précédents. Mais à part ça, son héros, qui passe finalement pour un anti-héros, ce qui est un mauvais camp, eh bien, pour moi, c'est un héros. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai dans mon recueil, là, chez Bouquin, j'ai un livre qui s'appelle Le fleuve Combel, sur un homme qui est devenu mon ami. Donc Lucien Combel. Lucien Combel, qui était, pendant la guerre, ce qu'on appelle un colon, qui a cru qu'une victoire de l'Allemagne nazie débarrasserait l'Europe du bolchevisme. Il a fait 8 ans de bagne pour ça, puis il a eu l'amnistie. Il a payé. Il ne s'est pas sauvé. Bon, on en a parlé pendant des nuits entières. Et on avait une grande différence là, tout ça, on était très très liés. Et moi je lui ai dit, bon, tu as fait le mauvais choix aux yeux de l'histoire, mais je m'en fous. Moi ça ne me dérange pas. Je te respecte plus que quelqu'un qui aurait fait le bon choix en juillet 44, par exemple. Et je lui dis, je te respecte plus, pourquoi? Parce que, il a mis ses actes en accord avec ses idées. Il ne s'est même pas sauvé à la libération ailleurs, à Sylvain-Gueule ou ailleurs. Il était là, il a attendu ses juges, il a risqué la mort, parce qu'il était condamné à mort, puis il a été commis en perpétuité. Je veux dire par là que ce qui m'intéresse, moi, c'est les gens qui mettent en accord leurs actes et leurs idées, et qui ont le courage de leurs opinions. Eh bien, ton grand-oncle, moi, je le respecte. Moi aussi. Ayant lu tout ce que tu as écrit sur lui, je ne connais que ça, bien sûr, je sais qu'il n'était pas du bon côté, en fait, je m'en fiche. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est autre chose. Oui. C'est une certaine dignité. Après, on peut se tromper de cause aussi, et on peut aussi être inexcusable d'avoir choisi une mauvaise cause qui se Moi, je peut se pas, parce que découper d'abord, juger après, c'est très facile. Ouais. Si j'avais 20 ans, en 1938, qu'est-ce que je fais? Oui, Pierre Bayard a fait un bon livre là-dessus. Oui, mais c'est facile après coup. Sur le moment, d'abord, si j'avais 20 ans, 38, je ne sais pas ce que c'est pour ça que vous faites tous ces livres sur la collaboration. Parce qu'il y a une phrase que je voudrais citer, parce qu'elle est très forte, c'est dans la longue préface que vous faites, qui s'appelle Apologie de la zone grise, à ce recueil donc, de textes sur l'occupation, romans et essais. Vous dites « Serais-je fasciné par l'occupation selon la même logique que les antisémites le sont par les juifs ?» Qu'est-ce que c'est cette logique, cette même logique? Alors, je vais vous répondre. Ouais. D'abord, sur ce que j'ai dit. Je voudrais insister sur une chose je suis absolument d'accord. Je le formulerai d'une autre façon. Je fais une distinction entre la raison politique et la raison morale. J'ai joué tout le temps, mes livres, je crois que parlent tout le temps de ça. Et dans ce livre, il y a une formulation pour moi plus claire. C'est-à-dire, je ne pas, par exemple, c'est mon exemple, mais ça sert à tout, je crois, à tous les conflits, à toutes les guerres et tout ça. Je n'ai pas aucun doute qui avait la raison politique en 1936 en Espagne. Pas aucun doute.
la raison politique. Hein? C'est-à-dire, en Espagne, il y avait en 1936, comme vous savez très bien, une république démocratique, pauvre, n'était pas une grande démocratie, mais il était une démocratie. Et il y a eu un coup d'État militaire, organisé par l'armée, aussi par l'Église, les oligarques et la moitié de la population aussi. Bon, et alors, qui avait pour moi, et je crois pour nous, en Espagne, pas tout le monde est d'accord avec ça, mais bon, pour nous, qui est heureusement habité dans une démocratie, qui avait la raison politique, sans doute pour moi, c'était les républicains, et pas les franquistes. Alors ma famille, qui était toute franquiste, s'est trompée politiquement, n'avait pas la raison politique. Manuel Mena n'avait pas la raison politique. Et comme tu dis très bien, c'est très facile de le savoir aujourd'hui. Pas à ce moment-là. C'est très difficile. Et c'est très facile de juger dans notre temps après 80 ans là, mais à ce moment-là, il y c'était pas avait si des facile. programmes politiques quand même. Enfin là, pardon, hein, oui. Mais il y avait quand même des données à l'époque pour réfléchir à l'époque oui, sur mais les choix qu'on allait faire. Oui, mais c'est que pas ça soit compliqué, je veux bien, mais il y avait quand même. Il y avait le bolchevisme. Voilà. Il était Et pas on si- savait pourquoi on s'engageait aussi, même si on mythifiait ou pas. On peut parler de ça, mais j'ai fini. Non, mais c'est pas facile. Voilà. Hein. C'est-à-dire quand on vit une histoire très difficile, on est comme Fabrizio del Dongo Voilà. au milieu de Waterloo, hein, Voilà. et la poussière et tout ça. ça. Bon. Alors, la raison politique. Mais en même temps, ça veut dire la République avait la raison politique, le franquisme n'avait pas la raison politique. Ma famille n'avait pas la raison politique, Manuel Mena. Mais ça veut dire que tous les franquistes, pardon, que tous les républicains étaient bonnes personnes. Évidemment, non. C'est-à-dire les personnes, par exemple, les personnes concrètes qui ont tué, qui ont assassiné à sang-froid plus de 7000 religieux, sont des bonnes personnes? Bien sûr, non. Ils avaient la raison politique, mais ils n'avaient pas la raison morale, non? Alors, et au contraire, c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui pensaient, des franquistes, des gens fascistes de l'autre côté, qui ont donné le coup d'État, et qui ont pensé honnêtement, que ça a été la seule solution à ce moment-là, qu'il n'y avait pas d'autre sortie de cette solution. C'est-à-dire, permettez-moi, j'ai fini. Aujourd'hui, l'exemple de Manuel Mena, aujourd'hui, j'ai passé toute ma vie à savoir des choses, à investiguer des choses, à faire des recherches sur cet homme anonyme et tout ça, et je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis une meilleure personne que lui. Exactement le contraire. Je pense que ce jeune homme, j'ai tous les arguments, toutes les raisons pour penser qu'il est meilleur que moi, moralement meilleur que moi, parce qu'il a fait une chose que heureusement, je n'ai l'opportunité de faire et que je ne sais pas si j'aurai le courage de faire, que je risquais ma vie et la perdre pour les choses dans lesquelles je crois. Alors, il s'est trompé du point de vue politique. Il n'avait pas la raison politique, je suis sûr, mais je ne peux pas dire qu'il n'avait pas la raison morale. J'ai fini. C'est-à-dire que c'est très difficile d'accepter qu'il y a des bonnes personnes. Il faut l'accepter. Ça, c'est la zone grise. Ça, c'est la zone grise. Qu'il y a des bonnes personnes qui, avec courage, générosité, idéalisme, peut faire des choses mauvaises, peut-être du côté trompé. Pensons à 1 million de communistes qui, avec idéalisme, avec courage, avec tout ça, ont créé un régime atroce. Il faut savoir ce que le français et l'espagnol ont dit, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est ça. C'est parce que, aussi, avec le recul, ayant fait le livre que tu as fait, et je crois que je te rejoins là-dessus, finalement, tu regardes ça et tu te dis, il n'y a pas les bons et les méchants, il n'y a pas ceux qui ont raison, ceux qui avaient tort, il n'y a plus que 2 catégories de gens, les morts et les survivants. Et je préfère être un survivant, finalement. Et c'est ça qu'on se dit aussi. Est-ce que ça vaut le coup de mourir pour des idéaux dont on n'est pas sûr que finalement ce soient des idéaux qui soient... Bon, c'est ça que pose la question que ça pose. Absolument. Alors, absolument. Bon, ton livre, il ne prépare pas la prochaine guerre, hein, c'est sûr. Voilà. Parce que si on le lit, qu'on le suit, la prochaine guerre, on se tire. Hein, tous. Mais bon, on verra bien comment ça se passe. J'espère qu'on n'aura pas à en parler. Ce que je veux dire, pour dire là-dessus, c'est que moi, ce qui me frappe, parce qu'en allant beaucoup en Espagne et en lisant énormément, pas seulement la presse d'aujourd'hui, tous les jours, mais de l'histoire espagnole, d'abord, je suis frappé de la présence de la guerre civile espagnole dans l'Espagne d'aujourd'hui, 80 ans. Voilà. On en parle tous
les jours. Là, c'est Franco, à cause de la vallée dos Caídos, on peut exhumer son cadavre et le mettre ailleurs. Mais il y a toujours une raison. Le référendum catalan. Mais non, mais il y a avec les Catalans, mais avant cette histoire, pendant un an, on a parlé à Madrid que du fait est-ce qu'on peut ou pas rebaptiser les noms de rues qui portent le nom du général Menabastrai, par exemple. Il y en a qui veulent débaptiser. Alors, la municipalité fait des débats, et puis finalement, il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas, parce que c'est vrai que Franco a fait baptiser, peut-être dans le boulevard, à l'avenue de Madrid, d'autres villes aussi, avec des noms de généraux franquistes. Mais en France aussi. En France, oui. Non. Regardez le prix Goncourt, le prix Renaudot l'année dernière. Oui, mais vraiment, l'Espagne ne parle que de ça, elle est obsédée par ça, et je trouve ça normal. Il faut bien voir une chose, deux choses. La première, c'est que la guerre civile espagnole, c'est pas un truc entre Espagnols. C'est le premier acte de la Seconde Guerre mondiale. Oui. La Seconde Guerre mondiale, elle commence vraiment avec le bombardement de Guernica par des Italiens et des Allemands. C'est là que commence la Seconde Guerre. Mais malheureusement, les démocraties occidentales n'ont pas voulu voir ça. À Munich notamment. Et ça, c'était un crime des élites politiques vis-à-vis des populations, de ne pas leur dire, mais la guerre a commencé véritablement. Et la deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est une guerre civile, la plus atroce des guerres. En France, sous l'occupation pendant 4 ans, il y a une sorte de guerre civile, mais grâce à une occupation par une armée étrangère. C'est différent. On faisait la guerre aux Allemands et à ceux qui les aidaient. C'est différent. Là, non seulement c'est une guerre entre Espagnols, mais c'est une sauvagerie inouïe. Oui. Javier évoquait les religieuses assassinées. Il y a eu des massacres dans les deux camps. Oui. Je pense qu'il y en a eu un peu plus quand même du côté franquiste, qui a continué en plus après la fin officielle de la guerre. Mais il y a eu des massacres dans les deux camps, des anarchistes, la CNT, etc. Ah oui, dans le camp républicain, les staliniens contre les anarchistes. Mais même entre eux, même dans leur propre rang. Le POUM, on sait quelque chose. Dans l'Orwell aussi. C'est une histoire tellement sauvage, tellement barbare, que les Espagnols depuis 80 ans vous disent tout sauf ça à nouveau. Ouais. Donc ils sont prêts à beaucoup de compromis entre eux, politiquement, pour ne pas revoir le spectre de la guerre civile. Oui. Parlons un peu quand même de la situation en France. Vous disiez, voilà, c'était différent, y compris avec une occupation étrangère, etc. Mais l'idée de zone grise dont vous parlez, et dont parlait aussi Javier Cercas là-dessus, sur cette... Je voudrais qu'on comprenne bien, Pierre Souligne, pourquoi vous, cette période-là, vous dites là je cite, parler de fascination, on s'en fiche, fascination, ça c'est très bien, c'est romanesque, mais au niveau de la compréhension, je sais que c'est un mot qui vous est cher, vous écrivez pour comprendre, sans juger, Manuel Ménard. Est-ce que vous, c'est pareil, Pierre? Est-ce que cette période-là que vous explorez sans fin, c'est pour comprendre quelque chose, comprendre votre fascination, comprendre une situation? C'est quoi, en fait? C'est intéressant ce que je disais sur cette phrase-là, parce que comprendre et ne pas juger était la devise de Georges Simenon. C'était dans son ex-libris. Comprendre et ne pas juger. Ah bon? Oui, bon. C'était ça, sa devise. En fait, toutes les enquêtes du commissaire Maigret, c'est toujours ça. Il veut comprendre. Il veut tellement comprendre qu'à chaque fois, il a de l'empathie pour le criminel. J'aime rarement qu'on la dise ça. Un peu comme dans vos livres, d'ailleurs. Oui. Je réponds à les deux questions. La première chose qu'on a en commun, on en a encore parlé un peu tout à l'heure, c'est que c'est le sens de la nuance, le sens de la complexité et surtout de l'ambiguïté. Ce qui nous intéresse, c'est l'ambiguïté qu'il y a en tout homme et en toute femme. On est tous ambivalents sur un tas de choses. C'est rare qu'on soit tout d'un bloc. Or, ce qui m'a intéressé moi, dans l'occupation, pour répondre à ta question au début, 4 ans. 4 ans, c'est rien. À l'échelle de la durée historique, même de la longue durée, 4 ans, c'est même pas une seconde, c'est une parenthèse dans l'histoire d'un pays. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'occupation, c'est deux choses. La première, c'est que mon père a fait la guerre et qu'il m'en a beaucoup parlé dans mon enfance. Donc, ça a été quelque chose de très formateur. Puisqu'il l'a fait volontaire, en s'engageant, en devançant l'appel à 17h30. Donc, mais pourquoi cette période précise? Parce qu'en 4 ans, les Français se sont révélés à eux-mêmes et à leurs proches
comme jamais ils l'auront fait pendant des dizaines d'années. Je veux dire qu'une situation aussi tendue, aussi nerveuse, aussi difficile que l'occupation de la France par l'Allemagne pendant ces années-là a fait que ça, c'est comme sur le sens photographique du terme, il y a un révélateur. L'image apparaît parce que c'est tellement fort que ça vous oblige à aller au bout de vous-même. Donc des gens qui étaient en temps de paix un peu lâches, entre 40 et 44 sont devenus très lâches. Mais des gens un peu courageux en temps de paix sont devenus très courageux. C'est-à-dire que ça a condensé. C'est un accélérateur. C'est un accélérateur de qualité et de défaut. Les deux. Ouais. Et donc ça a révélé des gens. Et s'il n'y avait pas eu ça, les gens auraient resté comme ils sont aujourd'hui. Et quelle était cette... Je vous posais la question, j'aimerais bien vraiment que... Parce que cette phrase, quand j'ai lu cette préface, elle m'a vraiment... Voilà, m'a fait beaucoup réfléchir. Serais-je fasciné par l'occupation selon la même logique que les antisémites le sont par les juifs? C'est quoi cette logique-là, en fait? Une logique qui pourrait être un peu perverse, mais c'est quelque chose qu'on a exploré Lucien Combel et moi. Lucien Combel et moi, j'aurais eu le même âge que lui, le même moment que lui, on aurait été très certainement dans deux camps totalement opposés. Je suis juif, j'aurais même pas eu le choix. Lui était Action française. Et collabore tout de suite. Et il n'a jamais cessé de l'être pendant les 4 ans. Après la guerre, après le bagne, après l'amnistie, pour lui, la politique c'est fini. Et dans de nos innombrables conversations, j'ai retenu cette phrase mon seul regret, c'est d'avoir trahi la littérature pour la politique. Car ce qu'il aimait, c'était la littérature. Tu l'as dit, il a été secrétaire de Gilles quand Gilles préparait son journal de la Pléiade. Il a été secrétaire de Drieux-La Rochelle et de Céline. C'est un des témoins d'ailleurs du suicide de Drieux. Témoin, il était très proche des écrivains, lui-même se destinait à la littérature, et à 28 ans, on lui propose d'être rédacteur en chef de Révolution nationale, hebdomadaire vichiste, pour soutenir le gouvernement Pétain, etc. Et il le fait, et il s'engage complètement. Et il me dit, ça a été mon... Je ne sais pas si ça aurait été un grand écrivain ou pas. Mais la logique, c'est quoi? C'est une logique psychologique? C'est de la fascination-répulsion? D'abord, c'est une fascination pour le contraire de soi. Ouais. Exactement. Voilà. C'est ton cas. Parce que c'est plus intéressant. C'est insemblable. Je veux dire, moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas du tout mes idées, et c'était le cas de beaucoup de collabos. Alors, il y en a certains, j'en ai interviewé beaucoup, il y en a qu'un dont je suis devenu ami, c'est Lucien Combel, jusqu'à sa mort. Mais les autres, il y en a que j'ai interviewé, puis il y en a que j'ai refusé d'interviewer. Ils sont tellement contraires de moi. C'est des gens, par exemple, qui ont fait de la délation, y compris, bon, je peux donner un nom, par exemple, parce qu'il est très connu. Enfin, il était connu, il est mort maintenant. C'était quelqu'un qui s'appelait Robert Courtine, et qui était, après la guerre, le chroniqueur gastronomique pendant 50 ans, le plus redouté de France, sous le pseudonyme de L'Araignière, joindre le monde, qui n'était pas vraiment un joueur d'extrême droite. Eh bien, L'Araignière, Courtine, je me suis intéressé à ce qu'il avait fait, on en avait parlé, j'ai tout vérifié. Sous l'occupation, c'était quelqu'un un journaliste tellement collabo, mais tellement immonde, que beaucoup de journaux, dont celui de Lucien Combel, n'ont pas voulu lui. Parce que ce qu'il amenait, c'était des articles de dénonciation. Et j'ai trouvé des articles signés de son nom, dans lesquels il s'adressait aux gens de la Gestapo et aux autres en disant « Hier, vous avez fait une rafle dans le Marais, mais vous avez oublié l'école, avec à telle adresse, etc. » C'est quelqu'un qui faisait ça publiquement. Donc il y a des limites à la fascination, quand même. Il y a des limites. C'est l'abjection, c'est le crime. Pour moi, il a une main pleine de sang. Là, on juge, alors. Oui. Là, on redevient juge. J'ai même pas envie de le rencontrer. Oui, c'est ça. Une fois, non, mais quand vous dites comprendre sans juger, là, il y a un moment où on redevient juge, quand même, dans cette zone grise, voilà, dans ce royaume d'Hadès, voilà, terrible. Je voudrais juste qu'on finisse. Il faut dire, comprendre ne veut pas dire justifier. Non, je disais juger. Je dis juger. C'est exactement le contraire. Je disais juger. Non, voilà, oui. Justifier, c'est encore autre chose. Il y a des gens qui... Juste un petit mot pour terminer, parce que malheureusement, il faut qu'on termine, on pourra en parler très très longtemps. Parce qu'il y a eu cette notion de patrie qui était aussi importante à l'époque de l'occupation. Qu'on défende la patrie, ou qu'on pense, presque certains pensaient que les Allemands
paradoxalement, c'était très curieux, elle est presque sauvée, ce qui était le paradoxe total. Dans votre livre, Javier Cercas, il y a des mots absolument terribles sur le mot patrie. Parce que vous ouvrez votre livre d'une façon un petit peu ironique, avec ce grand proverbe antique qui dit « il est doux de mourir pour la patrie ». Ce qu'a fait Ménard, sauf que ça n'a pas été doux forcément. Et vous m'avez dit dans une interview au Point, justement, c'est pour ça que j'aimerais revenir là-dessus, vous m'avez dit que le mot patrie, et vous le dites d'ailleurs dans le livre, il est ancien et sale, je le dis en espagnol, la palabra antigua et entusiada. C'est vraiment sale, crade, quoi. Vous savez quand même que ce mot patrie, il est dans la première phrase de l'hymne national français, forgé par des révolutionnaires. Donc, quand vous dites il est sale ce mot-là, des révolutionnaires, des gens qui portaient l'idéologie des Lumières, l'ont brandi ce mot-là. Donc, pourquoi c'est sale? Voilà, pourquoi c'est sale le mot patrie? Parce que, bon, je répondrai avec. Je me souviens de quelque chose que dit Flaubert, une lettre, je me souviens pas. Il dit tous les drapeaux sont pleins, les drapeaux nationaux, sont pleins de merde et de sang. Ouais. C'est-à-dire, la patrie a été un des instruments pour que les enfants vont à la guerre, pour tuer les enfants, pour faire la guerre. Ça a été ça. C'est-à-dire cette idée politique de la patrie. J'ai une autre idée, comme vous savez très bien, parce que je te l'ai raconté à toi. Oui, mais pas eux. Non, mais cette idée de Cervantes, d'ailleurs. Oui, c'est très joli. Cette idée de la patrie, c'est différent. Bon, ça c'est bien. Mais l'idée politique de la patrie, c'est-à-dire, a été l'instrument. Manuel Mena, comme beaucoup, on oublie des choses. On oublie que ce sont les enfants qui font la guerre. Et les enfants vont à la guerre. Ils croient. Manuel Mena croyait qu'il allait sauver vraiment la patrie. Oui. Non, mais c'est una palabra antigua y ensuciada. Donc une parole antique et sale. Je suis d'accord complètement avec Flaubert. Voilà. Moi, ce qui me frappe, c'est pas le mot patrie que je trouve intéressant, c'est le mot mensonge. Oui. Quand tu dis c'est des enfants, il y a un poème de Kipling magnifique dans lequel il dit si nos enfants sont morts à la guerre, c'est à cause de nos mensonges. Nous les adultes. Et sur ce mot de patrie, Pierre Assouline, et on terminera par ça, comment on pouvait se prétendre à l'époque, dans cette zone grise-là, à la fois patriote et collabo? J'ai jamais compris. Voilà, alors qu'il y avait des étrangers qui occupaient. Voilà. Monsal. Voilà, Monsal. Le paradoxe, c'est que d'avoir besoin de se faire envahir ou occuper par une armée étrangère, c'est pas la première fois, parce que les Allemands aiment bien venir en France, comme vous avez remarqué, trois fois de suite. Mais c'est un paradoxe d'avoir besoin d'être occupé par une autre armée pour dire que c'est le seul moyen de sauver la France, la patrie, mais l'Europe. Parce qu'on parle beaucoup de l'Europe à l'époque déjà. Bien sûr. Et beaucoup de ceux qui à l'époque sont engagés disent mais on était européens bien avant vous. Enfin, c'était l'Europe allemande, c'était pas la même. Donc c'est différent. Mais je parlais du paradoxe des collabos qui se disaient patriotes. C'est collaborer avec l'ennemi tout en se disant patriote. C'est ça l'oxymore total. Je vais vous livrer, moi, une phrase qui me guide depuis très longtemps. Il y a 30 ans, j'ai rencontré Daniel Cordier. À l'époque, personne ne le connaissait. Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin, qui a fait après plein de livres sur la résistance, etc. Un des derniers grands résistants qui sont encore vivants, compagnon de la Libération. Eh bien, quand je l'ai rencontré, pour parler de son futur livre qui n'est pas sorti, on a parlé toute une journée entière. Vraiment, il y avait de quoi noircir, des pages et des pages et des pages. Il m'a raconté sa vie, et il m'a raconté ceci. Il m'a dit, vous savez, quand j'étais à Londres, donc en juin 40, il n'a même pas attendu le discours du général. Du 18 juin, il est parti le 17 juin. Il est allé à Londres. On l'a formé pour être radio, etc., pour la résistance, pour Georges Bidault, grand chef de la résistance. Et 2 ans après, on le parachute à côté de Lyon. Et là, on lui dit, en l'accueillant dans les bois en pleine nuit, ce ne sera pas Bidault, ce sera Rex, pseudonyme d'un de nos chefs. On ne lui dit pas qui c'est. Et il retrouve ce Rex, place Bellecour, dans un restaurant. Rex, c'est Jean Moulin. Et Rex, le chef de la résistance. Et Jean Moulin lui dit, écoutez, le jeune homme, il avait 20 ans ou 21 ans. Racontez-moi qui vous êtes. Et le
façon, Daniel Cordier lui dit écoutez, moi je suis un fils de grand bourgeois bordelais, une famille riche, etc., etc. Je suis Action française, je suis chef des Camelots du Roi. Il y a encore 3 semaines, avec les Camelots du Roi et nos cannes, ont cassé les vitrines des magasins juifs de Bordeaux. Je suis anti-parlementaire, anti-franc-maçon, anti-coloniste, antisémite, etc., etc. Et voilà, voilà. Mais je n'accepte pas la défaite. Le maréchal Pétain est un traître. Voilà pourquoi je vous ai rejoint. Il lui parle pendant toute la soirée. Et une fois qu'il a fini, Jean Moulin dit simplement, en vous écoutant, je me rends compte de la chance que j'ai eue d'avoir une enfance républicaine. Voilà. Les ambiguïtés dont on parlait. Merci beaucoup, Javier Cercas. Merci beaucoup, Pierre Assouline. Vous signez vos livres quelque part, non? Vous êtes où? Voilà.